Le bilan d'urgence vitale a pour objectif de rechercher une détresse qui menace immédiatement ou à très court terme la vie de la victime et qui nécessite la mise en œuvre de gestes de secours d'urgence. Il repose sur un principe, il faut rechercher et traiter en priorité ce qui tue en premier. Ainsi, après avoir approché la victime et réalisé la reconnaissance des lieux, l'équipe peut débuter le bilan d'urgence vitale. Il se déroule en 3 phases. La première phase consiste à identifier une détresse vitale évidente, celle qui saute aux yeux. La deuxième consiste à identifier les principales plaintes de la victime. Et enfin, la dernière, à rechercher des signes moins évidents qui peuvent traduire le début d'une atteinte d'une fonction vitale et qui va s'aggraver. Il existe 3 situations qui peuvent tuer une victime en quelques secondes ou quelques minutes. Il s'agit de l'obstruction grave et brutale des voies aériennes, notamment par un corps étranger, de l'hémorragie externe abondante et bien sûr de l'arrêt cardiaque. L'obstruction grave des voies aériennes par corps étranger est une situation particulière. Elle est identifiée initialement par le secouriste s'il est présent au moment de l'obstruction. Il doit alors sans délai mettre en œuvre les manœuvres de désobstruction des voies aériennes. Ce n'est qu'une fois la désobstruction obtenue qu'il pourra poursuivre l'examen et le bilan de la victime pour constater les conséquences de cette obstruction. L'hémorragie externe abondante peut tuer une personne en quelques minutes. Elle est facilement identifiable par la présence de sang qui s'écoule au travers d'une plaie. Devant une hémorragie externe, il faut sans attendre pratiquer une technique d'arrêt des hémorragies, contrôler son efficacité avant de poursuivre le bilan de la victime. L'arrêt cardiaque est la 3e détresse vitale évidente, toutefois il convient de la différencier de la perte de connaissance sans arrêt ventilatoire. Pour identifier un arrêt cardiaque, l'équipe secouriste doit apprécier l'état de conscience de la victime. Il faut poser des questions simples, comme d'ouvrir les yeux, de serrer la main, tout en la secouant délicatement par les épaules. Une victime en arrêt cardiaque ne répond pas et n'obéit pas aux ordres simples. Avant de rechercher l'absence de ventilation, il faut installer la victime sur le dos avec précaution si elle est allongée sur le ventre, retirer un casque de protection si elle en porte un, et assurer la liberté des voies aériennes. Pour cela, il faut basculer la tête de la victime en arrière, élever son menton et lui ouvrir la bouche. Si l'on constate après ouverture de la bouche la présence d'un corps étranger visible à l'intérieur, il faut essayer de le retirer avec 2 doigts pour qu'il n'obstrue pas les voies aériennes. La liberté des voies aériennes est un préalable à toute évaluation de la ventilation d'une victime. La recherche de la ventilation se fait en se penchant sur la tête de la victime, l'oreille et la joue au-dessus de sa bouche et de son nez, tout en gardant son menton élevé. En 10 secondes, il est possible avec la joue de sentir le flux d'air expiré par le nez et la bouche, avec l'oreille d'entendre le souffle de la respiration ou des bruits anormaux, et enfin avec les yeux d'apprécier le soulèvement du ventre ou de la poitrine. Une victime qui a perdu connaissance et qui présente un arrêt de la respiration ou une respiration anormale, inefficace, bruyante, anarchique et lente est en arrêt cardiaque. Devant une victime en arrêt cardiaque, l'équipe de secours doit débuter sans délai une réanimation cardio-pulmonaire. Si la victime a seulement perdu connaissance, mais respire normalement, elle reste menacée d'un arrêt de la respiration, puis d'un arrêt cardiaque, à cause d'une chute de sa langue au fond de la gorge ou d'un encombrement par les liquides. Pour éviter la survenue d'un arrêt de la respiration, puis d'un arrêt cardiaque, il faut la surveiller attentivement et l'installer en position latérale de sécurité avant de poursuivre le bilan. La recherche des plaintes principales est la 2e phase du bilan d'urgence vitale. Si la victime est consciente, respire et peut s'exprimer, avant de passer à la recherche d'une détresse moins évidente, il convient de demander à la victime ce qu'elle ressent et de quoi elle se plaint. Ces plaintes nous permettent d'orienter le bilan et, comme nous allons le voir, de nous aider à identifier une détresse vitale moins évidente. Dans les principes d'anatomie et de physiologie à l'usage des secouristes, nous avons identifié les 3 fonctions vitales essentielles. Rechercher une détresse vitale peu évidente consiste à évaluer ces 3 fonctions vitales qui sont la fonction respiratoire, la fonction circulatoire et la fonction neurologique. L'évaluation de la fonction respiratoire a pour objectif de rechercher les signes qui peuvent traduire l'existence d'une défaillance ou d'une détresse respiratoire. Pour cela, l'équipier secouriste doit apprécier l'amplitude des mouvements ventilatoires en observant la partie supérieure de l'abdomen et du thorax. Cela lui permet de compter la fréquence des mouvements ventilatoires et d'apprécier l'amplitude de ces mouvements. Il faut aussi examiner la couleur de la peau et les muqueuses
Et enfin, mesurer à l'aide d'un oxymètre de pouls la saturation pulsée en oxygène. Normalement, une personne en bonne santé parle facilement, sa respiration est silencieuse, son abdomen et son thorax se soulèvent à chaque mouvement ventilatoire. Sa fréquence ventilatoire est de 12 à 20 mouvements par minute, s'il s'agit d'un adulte, plus rapide s'il s'agit d'un enfant et d'un nourrisson. Une personne en bonne santé a une respiration régulière, une peau sèche, bien colorée, et sa saturation pulsée en oxygène est comprise habituellement entre 94 et 100%. L'évaluation de la fonction circulatoire a pour objectif de rechercher les signes d'une défaillance ou d'une détresse circulatoire. Pour cela, l'équipier secouriste doit déterminer la fréquence cardiaque au niveau du pouls et apprécier la régularité du pouls ainsi que son amplitude au niveau du poignet et au niveau du cou. Il doit aussi examiner la couleur, l'humidité et la chaleur de la peau ainsi que des muqueuses. Et enfin, mesurer la pression artérielle et le temps de recoloration cutanée. Normalement, une personne en bonne santé a une fréquence cardiaque de 60 à 90 battements par minute, s'il s'agit d'un adulte, plus rapide s'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson. Le pouls est perceptible facilement au niveau du poignet et du cou. La peau est colorée et sèche. La pression artérielle au repos oscille entre 120 et 80 mm de mercure s'il s'agit d'un adulte, et son temps de recoloration cutanée est inférieur à 2 par seconde. L'évaluation de la fonction neurologique a pour objectif de rechercher les signes qui peuvent traduire l'existence d'une atteinte cérébrale ou médulaire. L'équipier secouriste doit d'abord évaluer le niveau de conscience de la victime. Pour cela, il faut parler à la victime, la stimuler si elle est endormie, ou lui pincer l'extrémité du doigt à la base de l'ongle si elle ne répond toujours pas. Cela permet de déterminer si la victime est consciente, éveillée ou alerte, si elle répond à un ordre simple, ou si elle a perdu connaissance, mais répond encore à une stimulation douloureuse, ou si la perte de connaissance est profonde et la victime totalement réactive. Si la victime est consciente, il faut apprécier son orientation en lui posant des questions comme comment vous vous appelez, où sommes-nous, que s'est-il passé, en quelle année sommes-nous. Normalement, une personne répond correctement aux questions. Dans le cas contraire, on dira qu'elle est désorientée. Toujours pour apprécier la fonction neurologique, il faut évaluer l'état des pupilles. Normalement, les pupilles sont réactives et symétriques. La présence d'une aréactivité ou d'une asymétrie pupillaire est un signe de gravité, particulièrement chez le traumatisé crânien ou en cas d'accident vasculaire cérébral. Il faut aussi rechercher une atteinte de la motricité en demandant à la victime de serrer les mains et de remuer les pieds. Une absence de motricité peut traduire une atteinte cérébrale ou médulaire. Enfin, il convient de rechercher une perte de connaissance passagère, signe d'une commotion cérébrale. Pour cela, il faut interroger l'entourage de la victime. Toutefois, une amnésie de l'accident ou du malaise est souvent le signe d'une perte de connaissance passagère. À chaque étape du bilan d'urgence vitale, si une détresse vitale est constatée, les gestes de survie sont immédiatement entrepris. Après la mise en œuvre de ces gestes, une nouvelle évaluation de la fonction vitale concernée est réalisée avant d'examiner la suivante. Ainsi, si une détresse respiratoire est constatée, il faut mettre en œuvre immédiatement les gestes de secours d'urgence qui permettent de lutter contre cette détresse respiratoire. Si une détresse circulatoire est constatée, il faut adopter la conduite à tenir devant une détresse circulatoire et pareil pour la détresse neurologique. La présence d'une détresse vitale, qu'elle soit évidente ou pas, si elle est détectée, impose aussi un avis immédiat médical. En l'absence de détresse, on installera la victime dans une position qui pour elle est la plus confortable. À l'issue du bilan d'urgence vitale, tout en vérifiant la qualité et l'efficacité des gestes de secours qui ont été entrepris, il faut poursuivre le bilan, c'est-à-dire enchaîner avec le bilan complémentaire.